c'est t. Alors pareil, le t étant inconnu, donc pour le calculer, il faut appliquer le principe d'inertie et ensuite faire des projections. La dernière force usuelle à connaître, c'est la force d'attraction universelle. D'attraction universelle FG. Alors pour cette force d'attraction universelle, c'est la force en fait appliquée par exemple entre le Soleil et la Terre. C'est la force d'attraction qu'exerce notamment le Soleil sur la Terre. C'est une force attractive, donc la Terre est attirée vers le Soleil avec une force Fg. Et on connaît le module de cette force. Fg, c'est égal à une constante g fois la masse du premier objet fois la masse du second objet divisé par la distance au carré. La masse du premier objet, dans ce cas-là, ça c'est le Soleil, donc le M2 c'est la Terre, et la distance entre les deux, c'est la distance entre les deux centres de gravité. C'est la distance D. Alors, une fois qu'on a en tête ces différentes forces, on peut rappeler quelques principes, et notamment le principe d'inertie. Alors, le principe d'inertie vu donc en première, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, dans un référentiel galiléen, alors si la somme des forces appliquées sur un objet, les forces particulièrement extérieures, est égale à un vecteur nul, alors c'est équivalent à l'une des deux choses. Alors soit V, la vitesse de cet objet, est nulle, c'est-à-dire que l'objet est immobile, ou le système est immobile, ou alors cet objet ou ce système a une vitesse constante. Ce qui signifie que son mouvement en fait est rectiligne, est uniforme. Alors, qui nous donne donc un mouvement rectiligne uniforme. Alors
une petite remarque. Lorsqu'on parle de la somme des forces égale à 0, ça regroupe en fait deux cas. Il y a le cas où on parle de système isolé mécaniquement. Système isolé mécaniquement. Alors, c'est quoi un système isolé mécaniquement? Ça veut dire que pas de force appliquée. Pas de force appliquée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune force qui est appliquée sur ce système. Alors, c'est un cas assez rare. On ne trouve pas souvent ce genre de système, des systèmes isolés. Un système proche d'un système isolé, c'est une balle dans une navette spatiale loin de la Terre. Un exemple, balle dans une navette spatiale. Alors, pourquoi c'est rare? Puisque, en fait, tout objet qui est sur la Terre est soumis à la force du poids. Donc, pour déjà, à chaque fois, sous la Terre, sur la mer, au sommet du mont Everest, on a la force du poids. Donc, pour déjà rien qu'éliminer la force du poids, il faut prendre une navette spatiale, prendre quelques centaines de milliers de kilomètres de la Terre pour que la force du poids soit négligeable. C'est pourquoi je disais donc que le système isolé, c'est assez rare, et donc l'exemple type, c'est une balle dans une navette spatiale. Le deuxième cas où on a la somme des forces extérieures égale à vecteur nul, c'est un système dit pseudo-isolé. Alors, c'est quoi un système pseudo-isolé? Ça, c'est assez courant. C'est un système en fait où on a des forces, mais la somme des forces est nulle. Alors, c'est le cas des objets immobiles. C'est un cas assez simple. C'est un stylo sur une table. Ça constitue un système pseudo-isolé. Pourquoi? Sur le stylo est appliquée la force du poids et en même temps la force de réaction du support qui est vers le haut. C'est la force R. Et on a la fonction R plus P égale à vecteur nul. Un autre exemple simple, c'est un système sur lequel est appliqué 3 forces. Donc on peut faire un petit cercle comme ça, qui est suspendu avec 2 cordes et auquel on accroche on accroche un pneu. Comme ça, hein, ça fait une petite balançoire. Voilà. Alors, pour la petite bague ici, en fait, elle est soumise à 3 forces. La force, la tension de la corde T1, la tension de la corde T2, et aussi une autre force ici qui la pousse vers le bas. C'est la force appliquée par le pneu. Par contre, puisque ces 3 forces se compensent, et on peut parler d'un système pseudo-isolé dans ce cas-là.
Donc le principe d'inertie, en fait, il nous dit que si la somme des forces extérieures est égale à un vecteur nul, alors cet objet est soit immobile ou à une vitesse constante, ce qui nous donne un mouvement rectiligne uniforme. Je veux aussi rappeler ce que c'est que le travail d'une force. Et de là, des petits rappels sur l'énergie. Alors, le travail d'une force pour aller d'un point A à un point B. Alors, admettons qu'on a une force constante, F, qui est appliquée au point A, et que cette force se déplace au point B. Et donc, elle se retrouve ici avec la même inclinaison et avec le même module. L'inclinaison, on va l'appeler le vecteur alpha. Et alors, on peut calculer le travail de la force F entre A et B. Et ce travail-là, par définition, le travail entre A et B de la force F, c'est égal. Alors, on peut le calculer sous forme d'un produit scalaire. C'est la force F fois le vecteur AB, le vecteur de déplacement, qu'on a vu simplifier simplement en fonction de alpha, c'est égal au module de la force F fois la distance AB fois le cosinus de l'angle alpha. Et donc, c'est la définition du travail d'une force entre les points A et B. Ceci vu, on peut parler de l'énergie. Alors notamment de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors, parlons ici de l'énergie cinétique qu'on note EC. Alors, lorsqu'un objet se déplace avec une vitesse v, il possède, on dit qu'il possède une énergie cinétique qu'on note EC égale à 1/2 de m, qui est la masse de l'objet, fois la vitesse au carré. Donc si l'objet se déplace à 30 mètres par seconde et qu'il a une masse de 2 kg, bah ça fait 1/2 fois 2 fois la vitesse au carré. Et on peut calculer ça. Bien évidemment, l'énergie est en joules, de même que pour le travail, et aussi en joules. Alors, après l'énergie cinétique, on peut parler de l'énergie potentielle.